Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Ça ne tient plus. C'est le mot d'ordre lancé par le mouvement associatif et repris par de très nombreuses associations prises en étau entre des financements qui baissent et des besoins qui augmentent. Pour y répondre, l'injonction faite aux associations est d'hybrider leur modèle économique, compléter les subventions publiques par le recours au bénévolat, la recherche de dons privés ou encore de prestations. Une piste peut-être moins explorée est celle de la structuration juridique d'une association. Le statut juridique d'une association est d'une grande souplesse. Peut-on la mettre au service de la consolidation du modèle économique ? Comment choisir son siège social ? Faut-il créer d'autres établissements ? Une association peut-elle devenir une holding d'associations ou d'entreprises ? Et quelle gouvernance pour un tel réseau ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 27e épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les associations. Et pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui Mathieu Renard, directeur général de SEV Mobilier, de SEV tout court. De SEV tout court. De SEV tout court, on va y revenir. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et nous recevons également un autre Mathieu qui est déjà intervenu plusieurs fois dans le podcast, Mathieu Castin de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop dédiée à l'ESS et particulièrement aux associations. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va essayer de ne pas s'embrouiller dans les Mathieu, mais ça devrait marcher. Pour cet épisode, ça va être un peu spécial parce qu'on n'aura peut-être pas de questions d'experts à proprement parler, mais on aura bien besoin en tout cas de ton expertise et de tes éclairages au fil de l'eau parce que le sujet est un poil technique quand on arrive sur les montages juridiques. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Domitille. Bonjour Domitille. Bonjour. Une voix que les plus assidus d'entre vous auront reconnue. Domitille, tu as été notre première invitée pour parler du risque de dépendance des associations au modèle des subventions. Tu nous avais présenté le cas de ton association Fab Lab et on a eu le grand plaisir de te recevoir il y a quelques mois pour un bilan 3 ans après. On est très heureux de t'avoir sur cette fin de saison et j'espère pour la suite, avec Karl et Ludo, l'équipe grandit et ça fait plaisir. Cet épisode de Questions d'Asso est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Asso sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud, Peertube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web, questions-asso.com, où vous retrouvez une version textuelle de ce podcast. À vérifier qu'on est bien à jour, je ne suis pas complètement sûre. Et on est très heureuse d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et nous retrouvons Domitille pour l'édito. Merci Yael et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de modèle juridique d'une association. Souvent, c'est un statut qui est vanté comme très souple, car pour créer une association, il suffit d'être 2, avoir un projet commun, rédiger des statuts, les voter en assemblée générale et les envoyer à la préfecture. Mais derrière ces démarches qui se font parfois sur un coin de table, il existe de multiples possibilités juridiques à mettre au service de nos missions associatives, mais aussi de nos modèles économiques. Un secteur qui reflète la richesse de ces modèles juridiques est celui de l'IAE, c'est-à-dire l'insertion par l'activité économique. Le principe de l'IAE est de recruter grâce à des contrats de travail spécifiques des personnes au chômage qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles. L'objectif est de conduire progressivement ces personnes vers la formation ou un emploi dit classique grâce à un cadre de travail adapté et un accompagnement personnalisé. Dans cette grande famille de l'IAE, on compte 5 types de structures. Attention, c'est parti pour les acronymes. Les EI ou entreprises d'insertion, les ETTI ou entreprises de travail temporaire d'insertion, les fameuses EITI qui sont nouvelles ou entreprises d'insertion par le travail indépendant, les ACI ou ateliers et chantiers d'insertion et les AI ou associations intermédiaires. Pour corser un peu, sachez que celles qui ont entreprise dans leur nom peuvent quand même être des associations, parce que les associations sont des entreprises comme les autres, ou pas.
À chacun de ces statuts sont associées des missions différentes avec leurs contraintes, notamment en termes de profil des salariés en insertion ou de limitation de leur chiffre d'affaires. Ainsi, dans un ACI, les recettes issues des ventes de biens ou de services ne peuvent pas dépasser 30%, parfois ça peut monter jusqu'à 50% s'il y a des exceptions, des charges de la structure. Et à ces contraintes sont associés des avantages économiques. Le plus important est celui de l'aide au poste, une subvention qui est versée par l'État pour chaque personne en insertion recrutée. Le montant de cette aide, il varie en fonction du statut de la structure d'accueil. Il y a une part fixe, une part variable qui dépend des efforts de la structure dans l'accompagnement des salariés. Au-delà de cette aide qui est versée par l'État, des subventions complémentaires peuvent être versées par la région, le département ou encore les communes. Donc là, on voit bien que l'implantation géographique est un sujet stratégique. Voilà, c'est pour lever un coin du voile sur les subtilités juridiques du domaine, mais Mathieu, on te laissera compléter et préciser. Aujourd'hui, ces associations sont aussi touchées par les difficultés économiques, gel ou baisse du montant des subventions, délai de paiement allongé, retrait de certains financeurs, mais surtout une grande incertitude sur les financements futurs. Et bien sûr, une exigence toujours plus forte des financeurs, mais aussi une augmentation des besoins sur le terrain et auprès des personnes accompagnées. Face à cette situation plus que morose, comment continuer à faire de l'insertion en 2025 et surtout dans les années qui vont suivre ? C'est cette question que nous souhaitons explorer avec toi, Mathieu, en se demandant comment mobiliser toutes les ressources liées à notre statut associatif. Merci beaucoup, Domitil, pour ce premier aperçu. Et Mathieu, avant que tu nous présentes un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer peut-être ces dernières années et surtout les stratégies que vous avez mises en place pour consolider votre modèle et continuer à faire de l'inclusion, on te propose de commencer par la carte d'identité. Alors, de Sève, tu nous diras alors ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs structures. Et ces 3 questions qu'on pose en tout cas à toutes les associations pour que les auditeurs et les auditrices comprennent un peu où tu te situes, enfin où vous vous situez dans le paysage, le grand paysage du monde associatif. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Première question, normalement c'est pas trop piège. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, chez Sève, on a 2 métiers. Notre premier métier, c'est un métier de solidarité. Donc, en effet, Domitil l'a bien expliqué à travers l'IAE. Notre boulot, c'est d'embaucher des gens qui sont dans une situation de précarité ou qui n'ont pas accès tout de suite au marché du travail classique et qui ont besoin d'un tremplin, un accompagnement pour retrouver confiance en eux, résoudre des freins à l'emploi et se projeter dans un boulot classique. Notre deuxième métier, c'est d'être fabricant de meubles. C'est des meubles un petit peu particuliers parce que d'une part ils sont faits par nos salariés en insertion qui de base ne sont pas des menuisiers ou des soudeurs et surtout ils sont faits à partir de matières recyclées. Donc notre but c'est de pas extraire de nouvelles matières pour fabriquer nos meubles. On est dans le champ de l'upcycling et donc je parlais de solidarité, de circularité et la troisième valeur de notre structure c'est le design et le beau. On est persuadé que si on veut que les personnes qu'on accompagne aient leur juste place dans la société et que les matières qu'on récupère elles soient aussi regardées à leur juste valeur, il faut faire du beau, il faut faire du désirable. Donc voilà, le design, ça irrigue vraiment notre action d'insertion et de fabrication de meubles. Trop bien, merci. Et du coup, j'anticipe un peu, mais en plus, ça fait longtemps que vous existez. Oui. Donc, au départ, Sève, c'est une association qui s'appelle Le Bois de Demain, avec un petit jeu de mots dedans. C'est une association qui a été créée en 2015 à Soissons, donc c'est en Picardie, à 1 heure au nord-est de Paris, et qui a ouvert un premier chantier d'insertion à Soissons, donc en 2016. Aujourd'hui, donc, on a 3 structures. Qui produisent des meubles. C'est la Soissons qui emploie 35 personnes, une à Metz qui est dans un centre pénitentiaire qui emploie 7 personnes et une en Bretagne qui emploie 4 personnes et qui, on l'espère, aura son agrément d'insertion l'année prochaine. Du coup, ça fait une très bonne transition avec la deuxième question de la carte d'identité qui est, alors, comment vous êtes organisé ? Peut-être comment se prennent aussi les décisions et comment se compose le collectif entre justement les salariés, les bénévoles. En plus, il y a un statut peut-être un peu spécial pour les salariés en insertion. Alors, accrochez-vous. Donc, jusqu'à l'année 2025, on était une association, ma foi, tout ce qui est de plus classique, avec des adhérents, un conseil d'administration, un bureau qui prend les décisions stratégiques, et puis une partie salariée avec une direction qui travaille donc en l'occurrence c'était moi, qui travaille en binôme avec le président, et puis après des salariés en parcours d'insertion qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion, et puis des CDI. Donc ça fait 35 personnes, 25 en insertion, 10 en CDI, et puis une association d'une 20aine de membres.
Aujourd'hui, on a complexifié, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, un petit peu l'histoire, puisque donc l'association existe toujours, mais au-dessus d'elle, on a créé une tête de réseau, donc autrement appelée une holding, qui est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui a la gouvernance de l'association et qui a ouvert en Bretagne donc une entreprise qui est une SAS. Qui va avoir l'agrément d'insertion. Et donc, le rôle de cette tête de réseau, c'est de fédérer différents ateliers d'upcycling et d'insertion en France dans une même direction et de faciliter le travail de levée de fonds, de stratégie, d'accès aux clients, aux ressources et la politique de solidarité. Donc les décisions, elles se prennent au sein de l'association avec le bureau, une assemblée générale, des CA, voilà, de façon classique. Et puis au sein de la société coopérative, donc c'est un modèle donc plus coopératif où il y a 5 collèges d'associés, que sont les salariés, les financeurs, les personnes qualifiées, qui sont un peu les gens qui accompagnent le projet depuis le début, les partenaires et bénéficiaires, et les directeurs et directrices de site qu'on associe aux directions prises par l'ensemble du groupe. Et peut-être une question, dans le collège de salariés, est-ce qu'il y a les salariés en insertion? Et puis, est-ce que tu peux nous faire aussi un petit point sur le statut des salariés en insertion? Alors en fait, les salariés, c'est là la subtilité, en fait c'est les salariés de la SIC, et pas les salariés des filiales en dessous qui rentrent pas en tant que salariés de la coopérative. Donc en réalité, c'est 100% de la SIC qui est 2 personnes. Donc Amandine Devrind qui est responsable développement et moi-même qui suis directeur général. Les salariés en insertion, donc leur contrat en effet c'est un CDD d'insertion, ce qui fait que donc nous c'est des CDD de 4 mois qui sont renouvelés jusqu'à 2 ans maximum, en moyenne 14-15 mois, jusqu'à temps qu'ils trouvent un emploi pérenne. Ce qui fait qu'en fait les salariés peuvent partir du jour au lendemain dès qu'ils ont un boulot classique. On est très content de faire un pot de départ et de leur dire bon vent. On essaye. Ce que tu disais peut-être tout à l'heure, c'est que vous insérez pas forcément dans les métiers du bois. Ouais, tout à fait. Notre but, c'est que on demande pas aux gens d'être bricoleurs quand ils arrivent, d'être menuisiers. On leur demande pas d'être menuisiers quand ils repartent. Le but, c'est vraiment de se servir de nous comme un tremplin. Demain, là, je sais qu'il y a un salarié qui part vers une usine de chips. Il y a une peintre en bâtiment. Il y a quelqu'un qui ramasse des champignons. C'est vraiment très varié. Et le but, c'est qu'ils trouvent ensuite les ressources en eux. Pour se projeter vers un emploi classique et comprendre qu'ils sont capables d'aller bosser dans n'importe quelle boîte qui leur conviendra. Merci. Et du coup, avant d'aller plus loin, parce que ça va être vraiment le cœur du podcast, que tu nous expliques un peu plus précisément tout ça, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous êtes financé et peut-être nous donner aussi un ordre de grandeur de votre budget? Ouais, alors le budget de Soissons, qui est l'antenne principale, c'est 1 million d'euros annuel. Et les structures qui émergentes sont à peu près à 200 000 euros. Donc ça fait pour un total de 1,4 million, 1,5 million en 2025. Si je prends les exercices précédents, en effet, comme l'a rappelé Domitil, on est sur un modèle chantier d'insertion. Donc on doit avoir 70% de nos recettes qui proviennent de subventions. Enfin, 70% de nos charges couvertes par des subventions. Ce qui est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On a un métier qui est assez technique. Donc en fait, on a des charges qui sont importantes, notamment salariales. On a des designers, on a des menuisiers qualifiés, on a des responsables développement. Et donc aujourd'hui, les subventions étant en baisse, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de respecter ce quota. Et donc les financeurs principaux sont la DETS, donc les antennes locales du ministère du Travail, le conseil départemental de l'Aisne, pendant longtemps l'agglomération du Grand Soissons, et les fonds européens à travers le FSE. Sont nos financeurs principaux, et puis après pour plutôt en mode projet ou investissement, les fondations d'entreprise avec lesquelles on a beaucoup travaillé. Trop bien, merci. Domitil, je te laisse la main pour lancer l'interview. Parfait. Eh bien, pour cette première partie, on voulait revenir avec toi sur l'histoire du bois de demain et de Sèvres. Comment est-ce que vous êtes passés de l'un à l'autre? Alors peut-être que tu peux nous rappeler votre point de départ. Ouais, alors le point de départ de l'asso, c'est une histoire familiale, puisque c'est mon père qui a créé l'association. Lui, il a été cadre dans l'industrie toute sa vie, dirigé des usines agroalimentaires.
Et à la suite d'une restructuration dans sa boîte, comme il dit, on lui a conseillé de faire valoir ses talents ailleurs à 58 ans. Donc ça a été un épisode assez traumatique, hein, enfin difficile en tout cas de son histoire et puis notre histoire familiale. C'est quelqu'un de très actif et donc quand il s'est retrouvé au chômage en parallèle de chercher du boulot, il a commencé à donner du temps dans des assos, en particulier les Restos du Cœur et la Croix-Rouge à Soissons. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui mangeaient pas, qui habitaient à 800 mètres de chez lui et qu'il avait jamais vu. Ça faisait 30 ans qu'il habitait Soissons et en fait avec une vie très active de cadre qui bossait à Reims, etc. Il avait jamais vu ces gens-là. Et donc ça l'a vraiment interpellé de se dire, mais en fait, comment est-ce que à moins d'1 kilomètre de chez moi, il y a des gens qui mangent pas et je les connais pas et je fais rien pour eux. Donc ça l'a beaucoup frappé. Et en fait, il se trouve alors à l'époque, je pense que les règles ont changé, mais à l'âge où il s'est fait licencier, il avait pas besoin de chercher du travail. En fait, il avait assez de chômage pour aller jusqu'à la retraite. Et donc il s'est dit en gros, soit je reprends un boulot à l'autre bout de la France, soit je vais jouer au golf, soit je profite de ce temps-là qui m'est donné pour créer quelque chose pour les autres. Donc c'est ce qu'il a fait en créant l'association, qu'il a dirigé pendant 5 années bénévolement. Donc il était président et directeur bénévole et donc lui il s'est dit voilà, je veux employer des gens qui galèrent. Il avait une passion un peu pour le bois, il a toujours aimé bricoler, donc il y avait pas d'exutoire sur le territoire là-dessus, donc il s'est dit voilà, il a ramassé quelques bouts de bois, 3 bénévoles, ils sont mis dans un hangar. Bon, c'est pas Steve Jobs hein, mais ça ressemble un peu le début et ils se sont dit voilà, qu'est-ce qu'on peut bricoler. Et donc ça a été assez fructueux. En 2016, ils ont eu l'agrément chantier d'insertion, donc ils ont ouvert avec 6 salariés à l'époque, un menuisier qui est venu prendre l'encadrement, et puis l'association a grandi jusqu'en 2020. En 2020, il y a eu le Covid, donc ça a remis à plat beaucoup de choses. En tout cas, c'était une pause nécessaire. C'est posé la question de la transmission, parce que lui, il commençait à vouloir prendre un petit peu de distance, et puis l'association reposait quand même beaucoup sur lui et son engagement bénévole 6 jours sur 7. Donc, c'était pas très pérenne. Donc, moi, il m'a proposé de rejoindre l'association en tant que CDD pour porter plutôt sur le changement de modèle économique et travailler plutôt en B2B, là où on faisait beaucoup des meubles B2C avant, donc plutôt pour les particuliers, de passer plutôt sur des séries de meubles pour professionnels. Donc ce que j'ai accepté. Puis le bureau de l'association, après ma mission, m'a proposé de reprendre la direction. Ça, c'était en 2021. Et donc là, ça fait 4 ans. J'ai dirigé l'association pendant 4 ans avant de prendre la tête de la SIC, là, il y a 2 mois. Et peut-être, du coup, c'est une bonne transition aussi. Pourquoi ce besoin ou cette mission qu'on t'a donnée de passer du particulier à professionnel? J'imagine que ça sortait pas de nulle part. Ça sortait pas de nulle part et ça fait tout à fait le lien avec c'est tout à fait la même question de financement et puis de progression qui nous amène à structurer le groupe aujourd'hui. En fait, on voyait dans l'asso qu'on atteignait un plafond de verre, qu'ils atteignaient à l'époque un plafond de verre, puisque les meubles qu'on récupérait des particuliers, c'était l'armoire normande de mamie dont personne ne voulait. Et en fait, ça prend du temps de la démonter. On n'a que des pièces uniques, des bouts de bois très moulurés. Et puis fabriquer un buffet pour monsieur et madame. En fait, c'est un buffet qu'on fait une fois, on fait tous les plans. Et les salariés en insertion, ils étaient en difficulté après parce que ce qu'ils avaient appris la veille, ils pouvaient pas le refaire le lendemain. Et encore une fois, c'est pas des gens qui sont professionnels du bois, donc c'était très compliqué pour eux. Et ça faisait un petit peu qu'il y avait ceux qui pouvaient juste démonter les meubles et ceux qui étaient un peu plus bricoleurs qui pouvaient fabriquer. Mais donc c'était pas forcément idéal, et au niveau économique aussi c'était très compliqué de faire de la série, très compliqué de se développer, de financer un poste de direction parce que en fait on gagnait vraiment pas du tout assez d'argent. Et donc l'idée c'est plutôt d'aller vers le B2B pour aller récupérer des déchets qui sont relativement standards, et aussi de fabriquer plutôt pour les professionnels qui, au lieu de commander une table sur mesure pour leur salon, ils vont en commander 20 pour tout leur bureau. Et donc c'est beaucoup plus simple de faire de la série, d'être rentable, en tout cas d'être à l'équilibre, et aussi d'autonomiser les salariés en insertion sur des opérations qu'on a bien découpées. Et peut-être, donc, quand vous êtes en train de faire cette transition, qui est-ce qui est à la gouvernance de l'association et qui va penser avec vous ces changements? Alors on a la chance, et puis je pense que ça s'est construit aussi, d'avoir une association qui est très vivace. Donc il y a toujours eu un bureau et un CA très actif avec des bénévoles impliqués. Il y a eu besoin de beaucoup de jus de cerveau pour arriver là où on en est aujourd'hui. Donc c'est essentiellement une réflexion qui est portée par les bénévoles, par la direction, donc c'est-à-dire par moi ensuite. Et après on a été accompagné dans plusieurs DLA, par plusieurs DLA. Qui nous ont permis de clarifier. En fait, c'était vraiment le flou. Là, ça fait 3 ans, entre 3 et 4 ans qu'on réfléchit au plan là qu'on met en œuvre en 2025. Au début, c'était vraiment
On sait que c'est le bazar, on sait que ça peut pas continuer comme ça parce qu'on a besoin de se développer et que les ressources baissent, mais on sait pas du tout où on doit aller. On a exploré énormément de pistes, rejoindre un plus gros ensemblier, fermer. On a vraiment creusé beaucoup de choses avant de trouver ce qu'on fait là. On a eu le recours à beaucoup d'experts financés par le DLA, par le FIDES également. Donc ça, c'est France Active, qui nous a permis de financer des missions et d'avoir des experts qui nous aident à structurer. Tu peux peut-être nous en dire plus? Quels experts? On a eu des experts économiques pour, contrôle de gestion, pour analyser un peu nos charges, pour analyser nos revenus, voir ce qu'on pouvait faire, et puis aussi beaucoup d'experts juridiques, en fait, parce qu'on savait où on voulait aller, on savait qu'en fait on devait produire en série, qu'on devait produire beaucoup plus pour pouvoir équilibrer. On voulait le faire aussi parce qu'en fait l'impact environnemental, il se mesure aussi à la tonne de matière recyclée. Là, on faisait à peu près 100 tonnes de matière recyclée par an il y a 3 ans, on est plutôt à 150 là. C'est super, mais c'est 3 millions de tonnes de bois qui sont jetées par an sans solution en France. Donc, c'est une goutte d'eau ce qu'on fait. Donc, on sait aussi qu'on veut produire plus. Et donc, après, les experts juridiques, ils nous ont vraiment aussi aidé à coucher sur papier les intuitions qu'on avait en termes de gouvernance. On voulait aussi que le projet ne soit pas dénaturé. En termes d'objectifs environnementaux et sociaux. On voulait pas que la réussite qu'on espérait profite soit un groupe restreint de personnes, soit qu'il y ait un groupe de personnes qui puissent dire on arrête l'insertion parce que travailler avec des gens qui sont pas menuisiers c'est trop compliqué, ou travailler avec du bois recyclé c'est trop compliqué. On préférait arrêter que faire ça, quoi. Donc on a exposé ce qu'on voulait. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup itéré et on a trouvé aujourd'hui une structuration qui est pas toute simple. Je pense qu'on va en parler, mais qui est assez sur mesure par rapport à ce qu'on voulait faire et qui a réussi à convaincre les personnes qu'on voulait convaincre. Et du coup, je me dis, avant que tu nous peut-être présentes ça, je me tourne vers l'autre Mathieu, parce qu'en plus, je crois que tu vas devoir nous quitter au milieu du podcast. Est-ce que vous, justement, à Finacop, vous avez vu aussi peut-être, vous avez pu travailler sur des réflexions de structures un peu similaires qui ont été obligées ou contraintes de changer leur modèle pour continuer à faire de l'insertion. Enfin, c'est un problème que vous avez pu observer, hein. Tout à fait. Et en effet, on voit apparaître de multiples stratégies. Ça peut aller de la coopération simple sur la mutualisation de dépenses, par exemple le poste d'encadrant de locaux. Ça peut aller sur des stratégies plus, entre guillemets, offensives de coordination d'offres ou de co-création d'offres pour aller chercher des nouvelles sources de financement, notamment ça peut être des fonds de ministères ou des fonds européens. J'ai un exemple en tête sur la transition écologique et l'accueil de jeunes transition écologique. Ça peut être des stratégies aussi plus individuelles sur le fait de compléter le statut juridique, la forme juridique d'ACI avec une EI pour aller chercher. Alors, ça nécessite aussi un agrément, ça se fait pas comme ça, même si pour l'État c'est beaucoup moins coûteux. On n'arrive pas toujours à avoir des agréments, mais c'est aussi une aide qui permet de pas être sur des SAS plus classiques ou des SIC classiques sans aucune aide. Donc de faire une partie d'insertion avec quand même un soutien de l'État, même si le reste à charge pour la structure est quand même beaucoup plus important qu'en ACI, parce qu'il y a quand même 80% de reste à charge, alors qu'en ACI, il y a 30% de reste à charge. Et ensuite, on a des stratégies. Alors, il y a aussi des stratégies on va dire, de concentration. Alors, il y en a qui sont plus, entre guillemets, agressives dans une logique de croissance, donc tout ce qui est autour des rachats, des fusions, etc. Et il y en a qui sont beaucoup plus axés sur garder l'ADN de l'insertion, donc sur de l'ancrage territorial, où on va essayer de se regrouper avec d'autres acteurs sur des pôles territoriaux de coopération économique, des PTCE, ou des logiques de tiers-lieux, pour garder à la fois l'utilité sociale et aussi l'utilité territoriale. Et du coup, je rebondis et je me retourne vers l'autre Mathieu qui est autour de la table, parce que là, ce que tu dis, Mathieu, sur par exemple, le choix de faire de la concentration, etc., il me semble, tu disais aussi, du coup, Mathieu, que
En fait, il y a aussi enfin, là, si on sort du milieu associatif, mais qu'on reste plutôt sur les métiers du bois, en fait, il y a ces mêmes logiques-là qui sont à l'œuvre. Enfin, c'est déjà des entreprises qui sont en train de bouger d'un point de vue de la structure. Ouais, le secteur du bois et du meuble en particulier en France, il est quand même en crise. Là, en 25 ans, on a perdu 25% des capacités de production de meubles en France et 25% du chiffre d'affaires aussi qui est fait par ces meubles. Donc, globalement, c'est un secteur qui va pas très bien, qui est très concurrencé et qui, pour survivre, se concentre de plus en plus dans des grosses usines avec des coûts d'investissement qui sont vraiment extrêmement importants, plusieurs millions d'euros pour équiper un atelier. Et donc, il y a une certaine logique aussi pour nous qu'on a suivi de créer d'autres structures qui étaient semblables à celle de Soissons, parce qu'en fait, développer un meuble en économie circulaire, c'est-à-dire faire les plans, identifier un sourcing, en fait, qu'en fait, on en produise un ou qu'on en produise 1000, c'est le même coût. Et donc se dire, voilà, nous, on a fait un travail pendant 10 ans à Soissons pour développer ces meubles qui marchent bien. En fait, aujourd'hui, il est partagé avec d'autres structures qui travaillent comme nous et avec lesquelles on pourrait se rassembler pour gérer des déchets industriels. Ça avait beaucoup de sens. Et y compris sur l'accompagnement social, on est sur un métier qui est très technique et donc finalement embaucher quelqu'un qui la veille ne connaissait rien au bois et le faire travailler le lendemain sur une scie qui peut être très dangereuse, c'est une expertise et qu'on a développée ici et qu'on souhaitait proposer sur d'autres lieux parce que c'est vraiment extrêmement transformateur. On en est persuadé pour les gens d'être fiers de ce qu'ils font et travailler sur des beaux objets. Je profite, Mathieu, que tu es encore avec nous une dizaine de minutes. Est-ce que tu peux peut-être nous repréciser un peu les différents un peu statut juridique et peut-être ce que ça engage d'un point de vue de la comptabilité ou fiscalité. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas le secteur, c'est un peu confusant. Oui, je comprends. Alors, je peux parler. Il y a 5 typologies dans les structures d'insertion par l'activité économique, les SIAE. En 3 grandes catégories, il y a tout ce qui est autour de la production de biens et services. On retrouve les ateliers chantiers d'insertion, les ACI, et les entreprises d'insertion, les EI. On a tout ce qui est entre guillemets mutualisation ou mise à dispo de personnel, où on retrouve les associations intermédiaires, les AI, ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, les ETTI, qui se développent aussi parce que ça répond aussi à une espèce de flexibilité recherchée par également le législateur qui veut orienter l'insertion beaucoup sur une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on va s'adapter au secteur en tension, on a du mal à recruter, on va s'adapter à des territoires où on a du mal à recruter. C'est pour ça également qu'on a été créé récemment les entreprises d'insertion par le travail indépendant. Encore un autre dernier statut, le ITI. Là, c'est carrément des personnes indépendantes. Je crois que l'exemple le plus connu, c'est Lulu dans ma rue, si je ne me trompe pas. Et on est moins sur la politique de la demande ou avec des publics bénéficiaires qui auraient besoin d'être plus insérés que d'autres. Même s'il peut y avoir de ci, de là. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de crédits vers tout ce qui est personnes en sortie de prison, des personnes incarcérées. Voilà, pour faire le lien avec la politique carcérale. Alors pour revenir sur les spécificités, peut-être présenter les plus importantes, les ACI et les EI. Donc les ACI qui ont une aide assez substantielle, donc c'est des aides au poste. Alors même si on constate qu'il y a les aides au poste diminuent, le nombre de postes diminue d'année en année et il y a quasiment plus d'agréments pour les nouveaux ateliers et chantiers d'insertion qui sont délivrés. Pour autant, il y a une aide substantielle et on autorise alors les ateliers chantiers d'insertion à aller chercher 40% de ressources propres, parfois avec des dérogations 50%. C'est assez aligné avec la fiscalité qui autorise les assos d'intérêt général à avoir des ressources lucratives accessoires de l'ordre de 30-40%. Donc ça leur permet d'avoir des aides publiques, d'avoir du mécénat. Je pense à une structure chez nous dans les Landes qui avait la marque Emmaüs à l'époque, donc qui a levé beaucoup de fonds au moment de sa création. C'était la ferme Emmaüs Baudonne qui a levé 500 000 euros de mécénat au moment de la création. Et ça permet d'avoir aussi des ressources lucratives, voilà, comme je le disais, jusqu'à 40-50%. Donc, sur l'exemple d'Emmaüs Baudonne, c'était de la vente de légumes
Voilà, parce qu'on a des terres maraîchères avec des femmes en fin de peine de prison. Donc ils ont optimisé au maximum aussi les ventes. Donc ça, c'est les ACI, et les EI peuvent emprunter alors beaucoup de formes juridiques, mais en règle générale, on a plus d'activités lucratives, donc c'est rare que les EI soient d'intérêt général. On est plutôt sur une logique de vendre voilà, des produits, des biens et des services de manière plus qu'accessoire, quoi. Donc là, on est dans la fiscalité entre guillemets classique, si ce n'est qu'il y a des aides, voilà, il y a des aides au poste. Et pour revenir sur l'ACI, on a vu aussi une évolution un petit peu du modèle. On a réussi à avoir des dérogations sur des ACI qui avaient besoin de lever des fonds, qui n'arrivaient pas à le faire avec le statut associatif, donc qui ont réussi à se transformer en SIC pour pouvoir lever des parts sociales, des titres participatifs, facilement des emprunts bancaires. Donc on peut voir aussi entre guillemets, des expérimentations pour toujours devancer la loi. Tu voulais réagir, Mathieu, sur la partie levée de fonds? Je t'ai vu faire un signe. Oui, c'était non, c'est très intéressant et nous c'est en partie ce qui a guidé la création de la SIC. Et en effet, alors moi j'avais pas en tête qu'on pouvait, enfin, en tout cas a priori ça nous a pas été proposé de transformer notre association en SIC et de pouvoir conserver les agréments chantier d'insertion. Mais effectivement, je pense que si tout le monde est d'accord autour de la table, ça doit pouvoir se faire et c'est très intéressant de le faire. Tu voulais réagir, Mathieu? Oui, bon, souvent c'est des négociations avec les financeurs, hein, qui octroient les conventions, les aides, conventionnement et les aides. Que, normalement, je sais que c'est uniquement les organismes sans but lucratif qui sont éligibles légalement. La loi est assez figée, donc on n'a pas encore réussi à faire changer la loi, mais on a réussi à entre guillemets, faire assimiler une SIC à la notion d'organisme de droit privé à but non lucratif. Donc, on arrive quand même toujours à aller dans des espèces d'interstices avant que la loi ne change, ne soit plus favorable à l'insertion, hein. Ouais, et puis quand même, on entend dans ce que tu dis qu'il y a quand même clairement un changement d'orientation politique dans la manière dont on veut dont on fait l'insertion aussi. Ouais, ouais, complètement. On est, quand je disais un peu les politiques de l'offre, ou quand on entend souvent dans les médias le choc de l'offre, il y a réellement ça. Il y a aussi l'arrivée d'acteurs lucratifs sur le champ de l'insertion, à qui on va dire: «Ah oui, mais embaucher en masse des personnes en insertion, ça fera aussi au passage réduire les taux de chômage, ça augmentera le taux d'emploi». Mais on n'est pas sur des logiques de long terme, ou avec des structures. Enfin, on a des gros acteurs classiques qui se mettent sur l'insertion, des acteurs du travail temporaire qui se mettent sur l'insertion, mais plus là pour, voilà, pour faire de la masse, de la quantité, et pas pour soutenir sur du long terme et sur des territoires, des réelles filières, ou sur des choses aussi plus innovantes centrées sur le bénéficiaire. Je parlais voilà, de la politique plus de la demande du bénéficiaire, de l'usager. C'est-à-dire que, on a vu par exemple le projet territoire zéro chômeur, alors qui est un dérivatif de l'insertion. C'est un dispositif parallèle. Les développeurs informatiques diraient un fork. Là, on voit que c'est vraiment un projet qui vient de la société civile, mais c'est pas facile voilà, de dialoguer avec l'État, de dire que, ben, au lieu de donner des prestations d'assurance chômage, des allocations, on peut donner ça à des entreprises de l'ESS qui vont embaucher des personnes qui elles-mêmes vont choisir leur emploi sur leur territoire. Donc on voit que c'est, même si ça a été un projet un peu pionnier, très populaire, soutenu par des députés, on voit que sur du long terme, c'est pas facile de faire entrer ce dispositif dans le droit commun, parce qu'il y a un pilotage très vertical de l'État. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet éclairage. Et du coup, je me disais là, en t'écoutant aussi, à Sèvres, vous l'avez senti, là, ce que Mathieu décrivait sur notamment la diminution des aides au poste dans le temps, du coup, parce que ça fait au moins une dizaine d'années. Très nettement. Alors, à mon échelle, moi, je suis arrivé en 2021 dans l'asso, et alors là, on était en sortie de Covid. Je suis même arrivé en 2020.
en sortie de Covid, et là tout était possible. On nous disait créer des postes en insertion. Il y avait beaucoup des FDI, donc fonds de développement de l'inclusion, qui permettaient de faire des investissements. C'était vraiment développez-vous, c'est la solution de demain. 2020, je pense que c'est à partir de 2023. Toute voile baissée, c'était l'inverse. C'était il y a plus d'argent, vous n'en aurez plus, vous pourrez plus développer de postes, on va sûrement vous en retirer. Et alors les financeurs, nous on a un dialogue assez libre avec eux, assez de proximité, et globalement ils sont tous assez francs et assez désolés de la situation, que ce soit le conseil départemental, la ville, DETS. C'est un état de fait, en tout cas au niveau local, personne n'a les mains dessus. Mais c'est vrai que là, cette année, nous, on nous a annoncé en milieu d'année qu'on perdait 5% de postes parce que tous les Hauts-de-France perdaient 5%, et voilà. Donc c'était pareil pour toutes les structures. Depuis 3 ans, en fait, si on est un petit peu en sous-consommation des équivalents temps plein, et ben on est reconventionné à hauteur de ce qu'on a consommé et pas de ce qui était conventionné. Donc ça veut dire que soit on prend le risque d'embaucher un peu plus, mais dans ce cas-là, dès qu'on est un peu au-dessus, c'est nous qui payons. Soit on est un peu en dessous, et dans ce cas-là, on perd des équivalents temps plein. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on en perd, alors sur des dixièmes d'équivalents temps plein, mais voilà, il y a plus de fonds de développement de l'inclusion. La subvention départementale a été divisée par 2 cette année. Nous, on a perdu 100 000 € de subvention l'année dernière, donc c'est 10% du budget, pour vous donner une idée. Et puis tout ce qui existait en fait est resté la plupart en nominal. Donc c'est à dire que les subventions du département, qui étaient de 80 000 € en 2021, et en 2022 et 2023 de 80 000 €, mais avec une inflation en fait qui a fait que tous les prix avaient augmenté. Donc en réalité, on a perdu énormément de subventions, et tout le monde est très transparent sur le fait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent nulle part, et que donc il faut qu'on se débrouille pour en trouver. Donc voilà, dont acte. Et c'est pour ça que ça fait 3 à 4 ans qu'on sent venir le truc, et que on se dit, soit on met la tête dans le sable, et puis un matin on se réveille en disant il n'y a plus de sous, soit on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on fait demain pour travailler toujours en insertion, toujours en inclusion, mais plus sur fonds propres. On a aussi été transparent avec les élus et avec tous les décideurs publics sur le fait de dire, en fait, s'il y a moins de fonds, il y aura aussi moins d'insertion. Des gens, les gens les plus en précarité, on ne pourra pas les accueillir, parce que c'est une fable de dire que une boîte normale, avec des charges normales, elle peut prendre quelqu'un qui a plus de difficultés que la moyenne dans la rue, qui n'est pas expert de son métier, et fonctionner. En fait, ça n'existe pas. Il y a n'importe quel patron, aussi social soit-il, tout le monde est tendu en ce moment, et en fait c'est pas possible. Donc moi je leur ai toujours dit, si vous divisez par 2 les financements, vous n'aurez pas le même résultat derrière. Donc ça coûtera différemment à la société. Parce qu'une personne au RSA, il me semble qu'elle reste en minimum, quand elle rentre, elle reste au moins 15 ans, je crois. Donc en fait c'est un dispositif qui coûte sur la durée. Mais ça, c'est des coûts obligatoires pour le département. Ils sont obligés de payer les gens au RSA, alors qu'ils ne sont pas obligés d'aider les structures d'insertion. Et comme leur budget eux-mêmes descendent, ils restent sur leurs dépenses obligatoires, et pas sur des dépenses plus d'investissement, comme investir dans une structure d'insertion pour sortir les gens du RSA. Et ce que tu disais aussi, c'est que tu avais des fonds européens, et en ce moment, comme tu disais, comme il y a toutes les vannes qui se ferment, tu as pas mal d'assos qui voient ça comme un peu le Graal. Ouais, j'allais dire le Graal, ou l'option. Les fonds européens, moi, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant, c'était de répondre au dossier du Fonds social européen, et les gens que j'ai interrogés à l'époque m'ont dit, écoute, tu seras super content de les avoir, et dès que tu les auras, tu te demanderas comment est-ce que tu peux t'en sortir. Sortir du dispositif. Donc c'est assez vrai. Ils sont essentiels au fonctionnement de l'association aujourd'hui. On tient pas sans ça. Et ça pose des questions, par contre, de trésorerie et de pilotage qui sont très complexes, puisqu'on a les fonds en moyenne 2 ans, voire 3 ans après les dépenses qui ont été effectuées. Donc ça veut dire qu'on nous demande de faire un plan de trésorerie de 3 ans sur de l'argent qu'on n'a pas. Donc en fait, c'est de l'argent qu'on emprunte, ce qui nous coûte, et avec une incertitude qui est énorme. Donc c'est vrai qu'en termes de aussi stress, charge mentale, et puis charge émotionnelle pour les dirigeants de structures associatives qui ont du FSE, c'est énorme, parce qu'en fait ici à Soissons on a 35 emplois. Et là, sur 2024-2025, à l'heure où on parle, on n'a pas encore la confirmation qu'on a été subventionné depuis 20 mois, quoi. Donc en fait, ou 22 mois déjà. Donc en fait, là, on apprend que on n'a pas les fonds, on met la clé sous la porte, tout simplement. Donc c'est sûr que ça rajoute quand même beaucoup de pression, et puis ça demande aussi d'être extrêmement rigoureux dans la gestion de ses comptes et de sa trésorerie, de son budget.
C'est pour ça que moi, alors s'il y a des dirigeants associatifs qui nous écoutent, je pense qu'ils se reconnaîtront, mais quand on dit que c'est beaucoup plus simple, c'est tranquille de gérer une asso parce qu'il y a des subventions, j'invite tous les gens qui gèrent des boîtes classiques à venir un petit peu gérer une asso pour comprendre que c'est vraiment pas cool et que c'est l'argent qu'on gagne avec le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus simple que l'argent qu'on obtient avec les subventions, qui par ailleurs rémunèrent permettent un travail social, qui est un travail d'intérêt public, quoi. Peut-être maintenant qu'on a bien identifié d'où vous partiez, quels étaient vos besoins et pourquoi est-ce que vous avez fait ce travail, tu pourrais nous raconter comment vous avez mené la réflexion, parce que ça a pris du temps, donc pourquoi autant de temps et quelles étaient les différentes étapes? Ouais, ça a pris du temps parce que déjà il a fallu se demander ce qu'on faisait, qui on était, et après repartir de zéro. Que voilà, on sent qu'il y avait une étape qui se tournait pour l'association. La page d'après était pas encore écrite et il nous revenait de l'écrire. On a beaucoup réfléchi. Est-ce que c'est important de faire du recyclé? Ou est-ce qu'en fait on se complique pas un peu la vie et enfin c'est déjà bien de faire de l'insertion, est-ce qu'on pourrait pas faire de l'insertion avec du bois neuf, ce serait déjà bien. L'insertion n'a jamais été questionnée parce que c'est tellement au cœur de ce qu'on fait en fait. Tous les gens qui sont rassemblés ici, c'est pour donner une chance à des gens qui en ont besoin, donc ça pour le coup c'est un fondamental, mais il a fallu se le dire aussi. Et puis après, ça a été de trouver les moyens, de se dire qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qui va marcher. En fait, c'est aussi construire une stratégie d'entreprise. Pour le coup, c'est de se dire que puisque en fait l'argent il va arriver du chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires sur un domaine qui n'existe pas. L'upcycling, c'est tout nouveau. Il n'y a pas de manuel de menuiserie en upcycling. Il n'y a pas de traité business sur comment faire ça. En fait, on invente tous les jours, on crée. Il n'y a pas de grosse ou de très grosse structure. On fait partie des quelques pionniers et puis des plus grosses aujourd'hui qui faisons notre métier. Donc en fait, on réfléchit avec les autres. Mais la route n'est pas tracée. Donc c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps et on a exploré beaucoup de chemins. On a fait des avancées, des reculs. Il a fallu embarquer aussi tout le monde, expliquer qu'on ouvrait d'autres structures. Ça voulait pas dire qu'en fait on avait tellement d'argent ici qu'il fallait ouvrir ailleurs. C'était plutôt de se dire que il fallait qu'on atteigne une taille critique en fait pour pouvoir vivre plus de notre métier de fabrication de meubles. Donc ouvrir d'autres structures. Et puis une intuition de Benoît qui a créé l'association, ça a été de se dire, ça a été de voir tout de suite que c'est un métier qui est, encore une fois, très technique, très complexe, qui a besoin de beaucoup de talent, qu'on n'a pas toujours les moyens de rémunérer, qu'on n'a pas franchement les moyens de rémunérer à la hauteur de ces talents. Et en fait, pour intéresser du monde, pour avoir des talents qui nous rejoignent, il fallait aussi qu'on grossisse, qu'on travaille sur des projets intéressants, qu'on ouvre un petit peu les chakras. Et donc ça, c'est aussi l'idée de grandir. Et le fait de le faire, d'ouvrir des nouvelles structures. Donc, il y avait toujours l'idée quand même de proposer ce parcours d'insertion à d'autres, de faire aussi des meubles plus proches des gens. Notre but, c'est pas de faire une gigafactory à Soissons et puis d'envoyer des meubles en Chine recyclés. Ça n'aurait pas de sens. C'est plutôt que les déchets, ils voyagent le moins possible et que les gens, ils aient des meubles qui soient faits proches de chez eux. Et intégrer, ça nous semblait important parce que il y a d'autres structures d'upcycling avec lesquelles on s'entend très bien. Mais en fait, chacun a son agenda de prod, chacun a ses matériaux. Il y en a beaucoup qui font de l'insertion, parfois de façon un petit peu différente, différents agréments. Et donc, en fait, on avait l'intuition qu'il fallait qu'on fasse un groupe qui soit quand même relativement structuré pour permettre de se dire, là, si demain on nous commande 800 tables, je sais qu'elles soient faites à Soissons, à Metz ou à Auray, c'est la même, et donc on peut se répartir la charge. Et en même temps, on a un besoin de décentralisation et une envie aussi de subsidiarité, en fait, le fait de se dire que on voulait pas d'une tête de réseau qui impose à tout le monde comment faire de l'insertion, comment faire exactement tel meuble à chaque fois, parce qu'on sait que l'insertion, il faut être éminemment proche du terrain, des gens, de la réalité d'emploi de son bassin. Et donc ça, on a un groupe, on essaie de jongler entre quelque chose de centralisé sur les fondamentaux, soit la technique, la sécurité, la façon d'accompagner les gens, les objectifs, la philosophie, et en même temps, dans les moyens, laisser beaucoup de place à l'initiative locale. Et en fait, on recrute des entrepreneurs. Les dirigeants de structures qu'on a recrutés, c'est des gens qui ont un profil, ou d'intrapreneurs, si on veut. Ils veulent créer, ils veulent développer, ils veulent monter, ils veulent réfléchir avec leurs équipes. Et en même temps, ils veulent le faire de façon collective. Donc, c'est ce qu'on essaye de vivre avec la dualité entre la SIC et puis les structures filles. Et c'était un peu peut-être là deux questions qui me viennent. Premièrement, est-ce que tu peux revenir sur le choix de pas juste avoir fait toutes tes structures vraiment au niveau local et proche? Parce que tu aurais pu dire aussi, tu absorbes tes 800 tables avec des ateliers qui sont dans un périmètre géographique proche. Et deuxièmement, j'imagine que pour créer une structure comme ça, tu disais que c'était en Bretagne, à Metz, enfin du coup assez loin quand même d'ici. Ça demande un ancrage local. Comment vous avez fait pour construire ça à distance?
Alors sur la première partie, on voulait pas ouvrir 12 structures en Picardie, même si Dieu sait que j'aime la Picardie. Là, c'est plutôt dans la logique métier. En fait, une zone de chalandise pour une fabrique de meubles, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc nous, on est à 100 km de Paris, on est à 2 heures de Lille, on est assez proche de Bruxelles. En fait, toute cette zone-là, en fait, on veut créer des modèles de manufacture upcyclés et solidaires. Donc la manufacture, c'est quand même une vraie notion de productivité, de production qui s'éloigne un petit peu de l'artisanat, qui permettent vraiment de faire de la quantité. Et en même temps, il y a quand même le fait à la main, le manufacto, qui est important. On veut que la machine serve l'homme et pas l'inverse. Donc ça, c'est quand même. Donc le but, c'est pas faire des usines Ford, mais des ateliers productifs où on puisse faire du meuble recyclé une véritable alternative au meuble neuf, quoi, pas juste un peu de déco pour faire beau. Donc voilà, on savait qu'on devait ouvrir pas plutôt sur un niveau régional, une structure par grande région pour caricaturer un peu. Et sur les lieux, ça s'est fait à l'opportunité, à la rencontre, parce que les dirigeants qu'on prend pour porter ces projets, il faut qu'ils aient beaucoup de qualité. C'est pas simple. Il faut quand même qu'on soit très alignés. Et donc on a commencé avec Antoine qui porte le projet en Bretagne, qui est donc breton, qui est menuisier, charpentier et éducateur spécialisé. Et donc voilà. Après, on a identifié sur le territoire spécifique où il est, c'est-à-dire à Auray, à côté de Vannes. On a travaillé avec la DETS parce que c'était une zone blanche d'insertion. Donc on avait aussi à cœur d'aller à un endroit utile et d'aller dans un endroit où il n'y avait pas une structure qui faisait un peu la même chose que nous, quoi. Le but, c'est pas vraiment d'aller s'installer en face d'une menuiserie circulaire pour dire coucou, on fait la même chose que vous. Voilà, c'est plutôt d'aller dans des zones blanches d'insertion et d'économie circulaire. Et puis pour Metz, là, il y avait un appel à manifestation d'intérêt pour le centre pénitentiaire de Metz pour reprendre une menuiserie associative qui avait fermé. Et j'ai appelé une ancienne stagiaire qui était de Strasbourg et pour lui demander si elle voulait donc aller en prison avec nous pour ouvrir cet atelier. Elle a dit oui. Et donc là, ça fait bientôt une année qu'elle y travaille. Et le modèle, il est stable comme ça ou vous comptez augmenter le nombre de structures qui rentraient dans le groupe? Dans le business plan qu'on a fait à date, on atteint notre point d'équilibre à 4 structures filles. Donc là, aujourd'hui, on en a 3. Donc on envisage une dernière ouverture et puis aussi la montée en puissance des sites, notamment à Soissons, avec un déménagement qui va tripler le volume, l'espace disponible et donc la production. Et après, on envisage aussi de densifier chaque site avec aussi, pourquoi pas, l'ouverture de structures complémentaires. On s'intéresse notamment au handicap à travers les entreprises adaptées. Là, il y a aussi 2 idées. C'est aussi de combler un besoin, en particulier à Soissons, où il y a en fait beaucoup de gens qui pourraient être employés dans ce type de structure qui n'ont pas de solution. Et aussi de se dire, on joue aussi sur plusieurs tableaux, plusieurs ministères de financement. Nous, je parlais d'ADN tout à l'heure. Aujourd'hui, notre ADN, c'est accompagner des gens qui sont exclus du marché de l'emploi. Donc, ça peut être de l'insertion, ça peut être du pénitentiaire, ça peut être du handicap, ça peut être autre chose. Et fabriquer et travailler dans une logique écologique et de faire des choses intelligentes. Donc, demain, il y aura aussi l'idée, pourquoi pas, de faire d'autres activités. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé la structure chapeau, la tête de réseau Sève et pas Sève Mobilier. Demain, on réfléchit aux questions de logement, notamment. Nous, on a pas mal de rêves, donc on a déjà plein d'idées pour dans 10 ans. Et après, il faut aussi avoir des idées pour aujourd'hui et pour demain, ça on en a aussi, mais voilà, on se ferme pas les portes. On sait que nous, on est là pour aider les gens à s'insérer, à se réinsérer, et puis à travailler dans le sens d'une transition écologique juste. Sur l'aspect social, en particulier à Soissons, qui est le territoire dont je viens, créer du CDI à Soissons, c'est déjà du social. En fait, c'est déjà quelque chose de réindustrialisé. Les Hauts-de-France, la Picardie, c'est vachement important parce que des territoires avec 20-30% de chômage, c'est des territoires en désuétude. Donc, créer de l'emploi durable pour des familles à Soissons, c'est déjà un des objectifs du groupe, quoi. Peut-être, est-ce que tu peux revenir aussi sur le choix des statuts juridiques de tes différentes, des différents groupes, des différentes structures? Parce que vous avez fait le choix de ne pas prendre le même, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, historiquement, on est une association qui s'est fait assez naturellement puisque l'agrément visé était chantier d'insertion dans une logique non lucrative.
Là, on sait effectivement, comme l'a rappelé Mathieu, que l'ouverture de chantier d'insertion, c'est pas du tout au programme. L'ouverture d'entreprise d'insertion, c'est pas trop au programme, donc peut-être un tout petit peu plus, mais pas tellement. Et en fait, aujourd'hui, ouvrir de nouvelles associations ou des établissements secondaires, ça a posé une limite parce que nous, tous nos investissements qu'on a fait sur le site de Soissons à date sont quand même essentiellement ont été permis par les fondations d'entreprise et des appels à projets qui nous ont énormément aidés, mais ça s'est fait sur 10 ans. Et juste pour préciser ce que tu appelles investissement, là en l'occurrence. Pardon, c'est des machines, ouais. L'achat de machines de menuiserie qui sont des machines assez onéreuses et en fait qu'on peut pas financer sur un résultat qu'on fait pas, tout simplement. Et donc voilà, on est très reconnaissant à toutes ces fondations de nous avoir permis de faire notre métier et de le faire bien. Mais ce qui a pris 10 ans, en fait, on peut pas se permettre de lancer un nouvel atelier en Bretagne et de dire, bon, bah, dans 10 ans, tu auras une calibreuse qui est une grosse ponceuse qui permet, un essentiel aujourd'hui pour produire en série. Donc, on avait besoin d'investir rapidement et donc, en fait, d'ouvrir à une logique de capital. Donc là, c'est plutôt une entreprise, c'est une SAS. Et après, le lien avec la société coopérative qui est la tête de réseau est aussi plus simple avec les structures capitalistiques classiques, puisque c'est un lien de capital. La tête de réseau, donc, elle est en SIC, c'est une société anonyme qui est sous forme SIC. Là, l'idée, c'était donc de créer une structure commerciale qui pourrait lever des fonds. Donc là, on a levé à peu près 500 000 euros, un petit peu plus cette année, pour ouvrir la Bretagne, préparer le lancement aussi à Metz d'une structure en milieu ouvert. Et quand tu dis lever des fonds, ça s'est fait comment, auprès de qui ? Alors ça, c'est aussi 2 ans de travail. Le gros intérêt de la SIC, c'est qu'il est ultra protecteur de l'action sociale et environnementale qu'on mène. En fait, c'est très compliqué de détourner l'action d'une SIC puisque en fait, il n'y a pas de valorisation de l'action, notamment. Donc en fait, aujourd'hui, on crée un groupe, on est 50 salariés. Si demain on est 200 ou 300 et qu'on fait 6 fois plus de chiffre d'affaires et qu'on est rentable, l'action, elle vaudra, si vous mettez 100 aujourd'hui, elle vaudra 100 demain. Donc ça, c'est super parce que ça évite d'avoir une orientation purement économique du projet. En tout cas purement axé sur le profit et le profit du capital. Donc ça nous plaisait beaucoup. En même temps, du coup, il faut convaincre des financeurs de se dire aujourd'hui tu mets 100, merci, mais demain tu auras 100. Donc il y a une partie, il y a disons un petit tiers de la levée qui est en part sociale, donc qui sont ces oiseaux rares. Alors c'est des gens essentiellement issus du territoire de Soissons. Qui suivent le projet depuis le début et qui ont envie de l'aider à passer cette étape-là et à consolider en fait les parts sociales. C'est quand même le socle le plus solide de la composition du capital de la SIC. Donc c'est quand même super d'avoir pu lever là. On est à 130 000 euros de capital. Il y a aussi des personnes, des entrepreneurs qui ont suivi en titre propre. Et puis après le reste, il y a de l'emprunt bancaire classique, notamment pour tout ce qui est actif. Et après il y a un fonds d'investissement solidaire aussi qui a investi dans notre levée. Donc voilà, c'est trois pôles de financement qui permettent d'atteindre en gros 500 000 euros cette année et qui est le plus dur parce qu'il fallait convaincre. En fait, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui est en plus un peu compliqué. J'essaye laborieusement de vous expliquer, mais voilà, il faut convaincre, dire ok, pour l'instant on avait une asso, l'année prochaine on a trois lieux de production, une SIC qui est aussi un modèle un peu nouveau et ça va marcher. Donc voilà, tout ça c'était un gros travail de conviction déjà de nous-mêmes et puis ensuite des investisseurs. Donc c'est quelque chose fait aujourd'hui et là l'idée c'est de faire la preuve de concept sur l'ouverture des 2 premières filiales en dehors de Soissons et ensuite de poursuivre le développement de chaque site. Mais attends, c'est-à-dire que tu n'as plus du tout aucun investisseur public dans ce que tu as cité. Tu n'as pas l'État la BPI, des communautés de communes qui se sont mis dans la SIC ou au niveau de chacune des structures ? Alors, il y a France Active avec lesquels on discute, donc qui est un financeur, alors qui n'est pas tout à fait public, mais qui relève quand même de ce champ-là. Aujourd'hui, on n'a pas de collectivité. D'une part parce qu'on souhaitait rester assez libre vis-à-vis des mouvements politiques. Ça ne veut pas dire que demain il n'y en aura pas s'il y a des choses au niveau local qui sont intéressantes ou des communautés de projets. Et par contre, en effet, la BPI, ce sera aussi demain. Aujourd'hui, on était un peu petit pour les intéresser. Par contre, demain, en effet, c'est quelque chose qu'on envisage. En tout cas, c'est sûr que les gens qui investissent chez nous, que ce soit y compris les partenaires bancaires, ils le font aussi dans une idée d'impact extra-financier, que ce soit l'impact social, environnemental dont on va rendre compte. C'est de se dire que c'est de l'argent qu'on a à cœur de rendre et de rendre aussi avec un taux d'intérêt.
Ça fait aussi partie des choses qui nous feront plaisir, parce que ça veut dire qu'on a réussi à s'en sortir et qu'on a réussi à vivre de notre travail. Mais voilà, on promet pas des taux de rentabilité de start-up, quoi. C'est bizarre. Et attends, donc on a dérivé, mais l'origine, c'était de se dire aussi le statut juridique de chacune des structures firmes. Et t'en as dit qu'une. Ouais. Oui, donc il y a l'association loi 1901 qui est existante, la SAS qui est en Bretagne, la SA SIC qui est donc la tête de réseau. Voilà, le but demain, ça va être certainement plutôt de développer des SAS parce que c'est le modèle qui permet le plus facilement de gérer en fait des gouvernances via du capital. Donc c'est plus simple qu'à travers l'association. Et voilà, donc on fait vraiment du sur-mesure en fonction, pour intégrer le passif de l'association Le Bois de Demain, qui a été l'alpha et l'oméga de notre projet depuis 10 ans. Et puis après, de se tourner plutôt vers l'avenir avec d'autres modèles de SAS qui sont tout ESUS. Et demain, on peut intégrer d'autres modèles éventuellement. C'est pas le but de faire de la complexité pour faire de la complexité, mais c'est ce qui, à date, faisait le plus de sens par rapport aux possibilités déjà d'agrément, à l'intégration de l'historique, et puis à avoir une gouvernance qui soit relativement simple. Et alors oui, ça fait doucement sourire, je pense. Mais en tout cas, dans la complexité qui était un petit peu la donnée de départ, qui se tienne, quoi, qui fasse pas des couches et des strates pour faire des strates. En fin de compte, là, la gouvernance, l'organe de décision aujourd'hui, c'est la SIC. L'association, en fait, elle a transféré l'essentiel de ses pouvoirs à la SIC. C'est là que toutes les grosses décisions d'orientation, d'investissement sont prises. Des grosses décisions RH, s'il y a à en prendre aussi. Et après, au niveau local, l'idée, c'est plutôt que chacun ait les marges de manœuvre pour gérer le faire, quoi. Le comment au niveau local, dans les règles qui auront été définies collectivement, sachant que le local, notamment avec la représentation des directeurs et directrices de site dans la SIC, participe à la gouvernance générale. Donc le but, c'est de se mettre d'accord sur une ligne et de la tenir, et de se dire, ok, là on a décidé de ramer vers la droite, on va vers la droite, et par contre que la décision de ramer vers la droite ou vers la gauche, elle soit prise collectivement. Mais qu'on avait vraiment cette conviction qu'il fallait pouvoir se dire à un moment donné, ok les gars, là on fait ça ou on fait pas ça. Oui, parce que de ce que tu disais aussi sur quand tu parlais du recrutement des directeurs de structure, ils sont pas que dans l'opérationnel pur. Il y avait aussi une idée d'ancrage, de développement. Ah ouais, ils doivent. On leur donne un set de départ et on les accompagne autant qu'on peut, mais c'est vraiment eux. Ils doivent vraiment avoir la volonté de créer et de créer leur boîte et de créer leur structure et de la faire vivre au plus proche de la réalité locale qu'ils rencontrent, quoi. Et c'est vraiment aussi un bonheur de voir que la philosophie générale du projet SEV, elle est respectée, elle est partagée par tous, et la façon de la vivre et de l'interpréter, elle est faite aussi un petit peu différemment de chaque côté en fonction des personnalités, des équipes, des membres de la direction. Pardon, et du coup, je reviens, parce que alors moi, je ne connais pas du tout le monde de l'insertion, mais là, ça me fait tilt. Tout à l'heure, on parlait des agréments, que du coup, il n'y en avait plus trop. Et donc là, les nouvelles structures qui sont créées, elles ont quand même un agrément, parce que, comment alors, ça se passe là, tout cet la structure AMES, ouais. comme le rappelait Mathieu, pour le coup, l'IAE en milieu pénitentiaire est encore porté. Enfin, l'idée, c'est quelque chose d'assez nouveau, et l'idée de se dire que les détenus, en fait, ce serait mieux qu'ils aient l'opportunité de travailler, d'être accompagnés pendant leur période de détention pour préparer l'après. C'est plutôt une bonne idée. Donc là, c'est encore assez poussé. Donc là, on a un agrément chantier d'insertion à Metz. En Bretagne, là, on est en discussion pour un agrément entreprise d'insertion. Mais sur une quantité d'emplois qui sera bien moindre qu'à Soissons. Là, on parle plutôt de 5 ETP, équivalent temps plein, contre là, on est à 16 à Soissons. Donc après, il y a aussi une question de taille de locaux, hein, et de possibilités, mais voilà, les agréments, on continue à vouloir les avoir parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est un financement qui est important en fait pour faire de l'insertion. C'est du temps. Ce temps-là, en fait, c'est juste le temps qu'il nous faut pour accueillir les gens, les former, gérer le turnover, les périodes de stage où ils sont pas là, leurs périodes de formation, voilà, tout le temps aussi extra travail, quoi, enfin, extra employé, et les travailleurs sociaux qui bossent avec nous. Donc voilà, demain, on n'est pas figé sur un type d'agrément,
mais on sait que chaque antenne, d'une façon ou d'une autre, y compris si on n'a plus d'agrément parce que c'est une politique publique qui change, en fait, des gens à aider, ça c'est ce qu'on s'est dit. En fait, des gens qui galèrent, il y en aura toujours, quoi. Et si demain l'IAE c'est plus une politique publique, bah ok, c'est un choix national. Nous, d'une façon ou d'une autre, on trouvera une façon d'intégrer des gens qui sont en galère dans nos ateliers parce que c'est notre ADN. Donc sous une façon différente, qui aura inventé aussi certainement. Et d'ailleurs, vous faites partie de réseaux d'entreprises d'insertion, de fédérations d'acteurs de solidarité. Enfin... Ouais, on est membre de Chantier École Hauts-de-France depuis le début. Moi, je suis administrateur de Chantier École Hauts-de-France. On est membre de Chantier École Grand Est aussi. Donc c'est un réseau qui est spécifiquement lié au chantier d'insertion. On est membre de l'ameublement français. Alors là, qui est plutôt sur notre deuxième métier, qui est la fabrication de meubles. Donc ça, c'est le réseau des producteurs de meubles made in France, quoi. Et puis là, on réfléchit à intégrer l'URSCOP aussi sur plutôt donc l'Union régionale des sociétés coopératives, plutôt sur l'aspect coopératif. Donc voilà, pour correspondre un peu aux différentes facettes de notre métier et des réalités qui sont vécues. Mais donc, t'en as eu. Donc on en a eu et on a été beaucoup challengés là-dessus, en fait. Dire, faites pas de cycle, faites une SAS, émettez des statuts ESUS et tout ça. Ou juste une coopérative simple, parce qu'en plus là, tu n'as pas de public, ce que tu disais pour le moment. Ouais, mais en fait pour nous le modèle cycle, il était tellement évident que c'était ça qu'il fallait faire parce que ça correspondait tellement à l'identité du projet. Et en fait, il y a un truc qui est très fort, c'est Sève, ça a jamais été simple. Enfin, de toute façon, c'est depuis le début, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a plein de galères. Il y a beaucoup de bonheur aussi, évidemment. Mais il y a un truc, je pense, qui a toujours animé l'asso et les gens qui l'a porté, c'est on est dans le juste. En gros, c'est bien de le faire. C'est juste de pas jeter de la matière, c'est juste de pas écarter ces gens-là. En fait, c'est bien, c'est profondément bon. Et donc ça donne une énergie de fou, quoi. Et on aurait pu, clairement, si on n'avait pas eu les investisseurs et tout ça, on n'aurait pas fait de SIC et tout. Enfin voilà, il y a un effet de réel aussi qui existe. Mais en fait, on était tellement persuadés que c'était ça qu'il fallait faire et que c'était l'idéal. Qu'en fait on a porté notre bâton de pèlerin et je pense on a convaincu les gens, en tout cas on a convaincu suffisamment de personnes et je pense qu'ils nous ont rejoints dans l'idée de se dire bah oui en fait c'est ça qui a du sens, même si notamment pour les financeurs c'est quand même un vrai acte de confiance qu'ils nous ont fait, parce que c'est très limitatif de leurs droits, mais en fait pour moi le fait de aussi se structurer dans une configuration qui est complexe mais qui a énormément de sens, c'est pas annexe, quoi. En fait, c'est un peu comme une constitution pour un État, quoi. En fait, le fait de se constituer comme ça irrigue profondément la façon dont on fait les choses, dont on décide, dont on oriente la stratégie de la structure. Et donc, moi, j'étais vraiment très embêté de me dire, ok, on part sur un projet qui est plus capitalistique, qui est plus entrepreneurial. C'est super, mais vraiment, il faut pas qu'on perde l'âme de ce qu'on fait. Et j'aurais été chagriné de devoir faire un peu de concessions ou beaucoup de concessions sur ce chapitre-là. Et en tout cas, à date, et je pense que le plus dur a été fait sur la conviction des investisseurs. Là, maintenant qu'il y a les premiers qui nous ont suivis, après, charge à nous de réussir avec l'argent qui nous a été confié. Mais si on réussit demain, je pense qu'il y aura moins de doutes pour les autres, quoi, de se dire bon voilà, il y a déjà des premiers qui se sont mouillés, ça marche. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Tu touches du bois. Ouais, alors c'est une blague qu'on peut faire régulièrement, ça c'est bien. On touche du bois. On touche du bois un petit peu tous les jours, c'est peut-être pour ça que ça marche. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que ça a donné lieu aussi à des débats, à des vrais débats de fond, sur comment est-ce qu'on décide, qu'est-ce qui est bon, un peu les convictions sur des gens qui avaient plutôt une vision entrepreneuriale classique, quoi, des choses, d'autres qui avaient une vision plus associative. Donc voilà, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on prolonge l'initiative qui a eu lieu ici il y a 10 ans, et comment on lui donne la forme qui demain lui permettra de continuer à prospérer et puis de porter du fruit, quoi. T'anticipes un peu ma question qui me venait en t'écoutant, qui était est-ce qu'il y a eu des résistances des historiques de l'association qui voulaient rester sous format associatif, qui voulaient garder l'intérêt général, enfin voilà, des choses qui peuvent être des marqueurs identitaires assez forts en fait, en tout cas dans certaines associations. Pas tant. Enfin ça, on a une chance de dingue, je trouve, avec l'asso qu'on a. C'est que les gens, ils sont vraiment au service, quoi. Ils sont vraiment au service de l'asso. Il y a peu d'ego, il y a peu de moi-je. Et en fait, les réunions, c'était essentiellement qu'est-ce qui va permettre de continuer à aider les gens.
Et ça, c'est quand même super parce qu'on peut après avoir des divergences sur comment est-ce qu'il faut faire. Encore une fois, est-ce qu'on abandonne le recyclé ou pas? Mais c'était pas des choses qui cachaient des ambitions personnelles ou des totems un peu. Voilà, il y avait rien de figé. Et ça, je pense que, enfin, c'est vraiment une chance, c'est vraiment de se dire bon bah ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche demain. Et on a eu des questions sur la place des bénévoles. Pour le coup, qui est assez, enfin, historiquement, on a quand même beaucoup de bénévoles et des gens qui sont très impliqués, notamment beaucoup dans la réflexion, mais aussi beaucoup dans le faire, notamment pour les collecter de la matière, accompagner des salariés, faire des ateliers. Donc ça, on y tient. Vous en avez combien à peu près? Je sais plus si tu l'as dit. Voilà, aujourd'hui, il y a une quinzaine de bénévoles actifs qui sont un peu les membres, enfin c'est un peu équivalent aux membres du CA. Sur le site de Soissons. Sur le site de Soissons, ouais. Voilà, qui permettent de faire beaucoup. Donc là, la question qui s'est posée et qui se pose toujours un petit peu, d'ailleurs on a une réunion à ce sujet après-demain, c'est comment est-ce qu'on professionnalise la production en se rapprochant d'une production manufacturière tout en intégrant des bénévoles. Et ça, c'est une vraie question. C'est comment est-ce que, en fait, on a besoin de processer, on a besoin de rigidifier un peu le cadre de production pour atteindre nos objectifs et atteindre le niveau de qualité qu'on se fixe. Et en même temps, c'est une richesse dingue, les bénévoles. Et comment conserver ça. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est en réflexion, parce que là, en fait, les dernières années, il fallait qu'on fasse plus 25% à 30% de chiffre d'affaires par an pour exister, puisque c'est le rythme de subvention qu'on perdait. Donc c'est toujours quelque chose qu'on a fait. Donc on a ce bonheur-là. Là, on refait encore cette année, on va encore augmenter de façon conséquente le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça sert juste à écoper l'argent qui s'en va. Donc j'espère qu'à un moment, ça va permettre aussi d'améliorer les conditions de travail, les outils, voilà, plein de choses, les rémunérations. Mais donc on s'est beaucoup concentré sur comment est-ce qu'on fait plus vite, mieux. Et on a encore cette question qui est un petit peu en suspens, de rééquilibrer la place des bénévoles au sein du fonctionnement quotidien. Et je rebondis aussi sur la question que posait Domitil tout à l'heure sur votre insertion dans les réseaux, parce que là, le choix que vous avez fait, c'est un choix de créer des structures. Il n'y a pas eu du tout l'idée de peut-être fusionner avec d'autres structures ou de... Si. Il y a eu l'idée, on a été approché par des groupes d'insertion qui nous ont proposé de les rejoindre. Ce qui était une possibilité qu'on a tout à fait étudiée. Donc là-dessus, on l'a écarté parce qu'on avait la pêche de se dire qu'on voulait développer notre truc et en tout cas d'essayer de notre côté. Et puis voilà. Et puis après, ça marche pas. Peut-être que demain, on rejoindra un grand groupe et ce sera peut-être une très bonne nouvelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, on avait une intuition métier qui était quand même assez forte sur l'upcycling et qu'on avait envie de porter. Et sur le fait d'intégrer d'autres structures, demain ce sera peut-être l'histoire, je sais pas, d'une structure qui fait de l'insertion et qui a un outil de production, mais qui a pas forcément les marchés qu'il faut et tout ça, et qui voudrait nous rejoindre. Pourquoi pas? Tout est ouvert. Après, il faut gérer aussi. Ceci est-il un appel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est venons discuter. Il y a toutes les bonnes histoires se sont faites avec des gens. Soit nous, moi, je suis allé voir énormément de structures. On a beaucoup discuté, on s'est beaucoup inspiré. Il y a plein de gens qui nous ont ouvert des portes de structures qu'on admire beaucoup et tout pour aller voir. Et c'est vraiment une richesse dingue. Ça, j'en ai pas parlé, mais dans le processus de réflexion, aller voir ce qui se fait ailleurs, ça a été essentiel. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il y a des gens qui nous demandent aussi de venir visiter ou quoi, enfin, c'est porte ouverte. On explique tout. De toute façon, on n'a rien à cacher. Et d'ailleurs, il était financé comment ton CDD quand t'es rentré dans l'asso? C'est la région Hauts-de-France. C'est la région Hauts-de-France qui l'a financé. Ouais, en fait. Et du coup, ton intitulé, c'était vraiment réflexion sur le modèle économique. Ouais, alors je crois que c'était un peu rallonge. C'est financement. Chef de projet développement et innovation, très exactement. Mais en effet, ma mission principale, c'était de se dire, ok, on a un directeur bénévole depuis le début, super, en fait, il va falloir passer la main. Et du coup, comment est-ce qu'on paye le prochain? Là où, en fait, du coup, l'asso ne gérait pas du tout assez de financement pour ça, quoi. Donc voilà, on continue de toute façon sur les appels à projets. Il y a une part, je l'ai pas mentionné, mais on est soutenu aussi par la Fondation Caritas pour les SEMAG via un programme qui s'appelle Acteurs de transition, et qui accompagne des structures qui sont en train de développer une transition écologique et sociale, donc tout à fait comme la nôtre.
On continue s'il y a des financements. Ça, c'est un véritable appel pour l'ADEME. Non, mais en vrai, on continue aussi à travailler sur la partie subvention, de se dire, on développe l'industrie de demain. Ça aussi, c'est aussi une conviction qu'on a. C'est la façon qu'on a de produire les meubles et de produire en général aujourd'hui, elle n'est pas soutenable. Et nous, on a quelques pistes. En tout cas sur la partie mobilier pour faire mieux et pour faire différemment, on a besoin de passer à l'échelle, on a besoin d'industrialiser on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas tous les financements et ça on a très envie de continuer à y réfléchir et de se donner les moyens de se dire effectivement le meuble upcyclé demain c'est une vraie possibilité quoi, c'est pas juste un truc soit inaccessible en termes de prix, soit réservé à 0,2% de la population. Donc ça me fait penser à 2 questions. Comment est-ce que la Fondation Caritas, elle vous finance si vous êtes une SCIC? Maintenant, les fondations, elles sont... Parce que je sais qu'il y a quelques années, ils avaient du mal à financer les coopératives. Ouais, alors elle finance en effet plutôt l'association. Mais en fait, on a travaillé sur la SIC pendant longtemps en tant que salarié de l'association. Donc c'est vrai que, comme je disais, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus. Où du coup, moi, j'étais directeur de l'association, donc avec tout ce qu'il y a à faire en tant que directeur du quotidien, et en même temps à m'occuper de structurer, d'ouvrir d'autres antennes, de sélectionner des porteurs de projets, de convaincre les financeurs et tout ça. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de temps de travail qui n'était pas lié directement à l'activité de l'association de Soissons. Donc c'est là-dessus que ce financement est arrivé. Mais aujourd'hui, comme vous êtes toujours une association sur Soissons, mais vous êtes plus d'intérêt général, vous êtes fiscal, enfin vous ne pourriez plus recevoir ce genre de financement ou vous pouvez toujours? Ça dépend des fondations. Ça dépend des fondations. Là, je crois que la fondation, il me semble que c'est pour dire une bêtise, mais je crois que c'est Société Générale. Là, je sais qu'Amandine, elle est en train de travailler sur un dossier là-dessus, pour lequel c'est OK. Donc là, effectivement, par contre, ça a réduit fortement le nombre de fondations auxquelles on peut recourir. Ouais, donc c'est aussi un appel aux fondations à réfléchir quelles sont les structures qu'elles peuvent financer avec l'évolution de... Ouais, tout à fait. De plein de modèles, en fait. Et on travaille beaucoup avec nos financeurs publics aussi. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais eux, on les a beaucoup associés à cette réflexion de A à Z parce que ils sont, encore une fois, ils subissent aussi la baisse des fonds. Hein, c'est pas quelque chose qui leur fait plaisir. Et du coup, ce qu'on fait là, on sort clairement des sentiers battus. Enfin, c'est pas du tout ce qui est attendu d'un chantier d'insertion classique. On fait des choses assez innovantes, assez bizarres et tout ça. Et on a besoin de la confiance de nos financeurs publics. Sur le fait que on continue à porter le cœur du projet est le même et en fait on est en train d'inventer à notre petite échelle des modes de faire de demain puisqu'on voit que l'IAE est en crise, le mode de financement classique est en crise, toutes les structures ne vont pas bien. Donc on sait que ce qui faisait avant ne va pas marcher longtemps. Donc là, on n'a pas encore la solution d'après, mais on est en train de creuser. Et ça, c'est ultra important d'être soutenu par eux parce que de se dire qu'on peut faire de l'innovation, y compris dans un champ qui est très réglementé comme l'IAE. C'est hyper important pour trouver les modèles hybrides qui sauront tirer leur carte du jeu demain. Et ma deuxième question, si on a encore le temps, c'est sur tes clients. Parce qu'on a parlé donc de vos salariés, de vos financeurs, de vos partenaires. Mais les clients, ils viennent à vous parce qu'ils sont... je suppose, on a vu, vous faites de très beaux meubles, mais aussi est-ce qu'ils sont portés par le projet que vous avez, que ce soit d'insertion ou d'upcycling? Ouais, carrément. Merci les clients. Sans vous, nous n'existerions pas, c'est une réalité. Ça c'est assez rigolo parce que quand je suis arrivé en 2020, il y avait un vrai sujet sur convaincre que ce qu'on faisait c'était bien. En gros, alors beaucoup quand Benoît a lancé l'assaut entre 2016 et 2020, encore un petit peu en 2020, c'était beaucoup de doutes. Ouh là là, c'est l'insertion. Est-ce que ma table elle va avoir 4 pieds? Ouh là là, c'est du recyclé. Les meubles en palette c'est sympa, mais donc il y avait beaucoup de préjugés. Qui était en grande partie infondé et aussi qui reposait sur le fait que c'était un secteur qui était tout nouveau. Donc en fait, on n'avait pas l'habitude de se dire que ça pouvait être joli et recyclé ou upcyclé. Aujourd'hui, plus du tout. Enfin, c'est vrai que j'ai plus jamais à expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser du bois recyclé plutôt que du bois neuf. Enfin, tout le monde est au courant. Et ça, c'est ce qui est arrivé en premier, je dirais, en 2020, entre 2020 et 2022. La partie insertion, c'était toujours... bof, hein. Parce que moi la table il faut vraiment qu'elle soit livrée à l'heure quand même. Et aujourd'hui plus vraiment. Au contraire, ça devient. Nous on a toujours tenu. D'ailleurs on l'a laissé dans notre logo. On a un bonhomme qui s'étire, enfin qui va vers le haut, qui avance. Et ça c'est toujours été important de pas le cacher, d'en faire vraiment un argument. De dire aux gens qu'on faisait de l'insertion, y compris quand c'était compliqué, parce qu'on était dans des secteurs très design, très chic.
Parler d'insertion et de chômage en Picardie, c'est pas toujours coupe de champagne dans le marais, quoi. C'est deux mondes très différents. Mais le fait justement de faire communiquer ces mondes, ça a toujours été ultra important pour nous et de dire oui, en fait, l'insertion, c'est chouette, quoi. C'est pas en noir et blanc, il pleut, c'est Germinal. Non, les gens, ils sont sympas, ils rigolent, c'est chouette, il y a du talent. Et donc mettre ça en avant, c'est ultra important. Et aujourd'hui, c'est un vrai argument aussi pour nos clients de se dire ok, mon meuble, il a été fait s'ils sont à Paris, à moins de 100 km de Paris, je peux aller visiter l'endroit. C'est pas le meuble numéro 418 000, mais il a été fait par Vanessa et Thibaut. Il y a tant d'heures d'insertion qui ont été permis par cet achat, il y a tant de kilomètres qui ont été épargnés. On travaille aussi sur le bilan carbone de ce que ça peut représenter à chaque fois. Et ça, ça conscientise beaucoup l'achat et ça, on en est content aussi. Les meubles, on a tous autour de nous, mais on est de plus en plus loin des forêts et des menuiseries. Et donc, revenir aussi, faire un peu de pédagogie ou expliquer que un meuble, ça a été avant un arbre et puis ça a été travaillé, c'est passé sur telle et telle machine et il s'est passé ça. C'est ultra important et ça change le rapport au produit. Et on est moins dans une logique de consommation et plus d'attachement. Et je pense que l'attachement à nos produits, il permet aussi d'en prendre plus soin, de mieux les conserver et d'être dans une boucle circulaire. Parce qu'après, quand ils arriveront en fin de vie, on se dira hop, ils pourront repartir pour une boucle. Pas à l'infini, mais en tout cas pour au moins une prochaine boucle. Surtout quand tu disais tout à l'heure que le modèle des menuiseries plus classiques allait plutôt aussi dans l'autre sens, à faire des investissements de très très grosses machines qu'il fallait rentabiliser, mais du coup aussi avec à la fois moins de personnel et des commandes qui sont beaucoup plus à la chaîne, comme ce que tu décris. Ouais, ça c'est une orientation en effet. Mais comme dans plein de domaines industriels, en fin de compte, la robotisation, et ça implique, après, ça fait une pression. Mes collègues qui travaillent dans l'industrie linéaire, c'est vraiment pas des métiers simples non plus. Ils font aussi un super boulot parce que, en fait, la machine, elle doit tourner 22 heures sur 24, et si elle tourne 21 heures sur 24, en fait, ils perdent de l'argent. Et ça, c'est sûr que nous, moi, j'aimerais bien qu'un jour on ait des machines numériques parce que ça nous permettra de faire des choses qu'on peut pas faire, d'initier aussi nos salariés à de la meilleure technologie. Et en gros, on a aussi l'idée que c'est pas parce qu'on est en insertion qu'on travaille sur des outils du 19e siècle, quoi. Mais toujours dans une logique de le numérique va servir l'homme et servir la production et pas l'inverse. Et nous, on sait qu'on a une matière qui est variable, qui est pas calibrée, donc on a besoin aussi de beaucoup de regard et de travail humain pour travailler cette matière un maximum, là où une machine numérique très très spécialisée va avoir besoin d'un produit qui soit ultra calibré pour pouvoir fonctionner pleinement. Trop bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là et encore bravo pour ce chouette projet. Ça me fait dire qu'on a déjà fait un épisode bilan. Peut-être qu'on se verra dans 3 ans pour que tu nous dises où ça en est et comment ça a évolué d'ici là. En tout cas, merci Mathieu et merci aussi Mathieu, l'autre Mathieu qui a dû nous quitter au milieu de l'épisode, de nous avoir accompagnés tous les deux et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. En plus, vous avez vu, il y a eu plusieurs appels qui ont été lancés. En tout cas, si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages à l'adresse hello@questions-asso.com que vous retrouverez de toute façon dans la description de cet épisode. Et pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Peertube. Et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez entendre maintenant est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Et en plus, ce sera la fin de la 3e saison. Merci.
Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos.